Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester la Longer LK4X qui m'a été envoyée par Longer, que je remercie. Alors sur le papier, cette imprimante 3D est vraiment, a l'air vraiment bien équipée. Je pense qu'elle pourrait vraiment concurrencer la Under 3 S1. En tout cas, elle a des features très similaires. Notamment le Direct Drive, un capteur d'auto-nivellement, un plateau en PEI, une carte mère 32 bits. Elle est aussi équipée d'un écran tactile. Et peut-être la seule différence avec la Under 3 S1, c'est que cette imprimante n'est pas équipée d'un Dual Z. Elle n'a qu'un seul moteur sur l'axe Z et pas deux. Après, c'est une imprimante qui a un volume d'impression de 230 par 230 par 250. Ce qui fait qu'elle a un volume similaire à l'Under 3 ou Under 3 S1. Et je pense que c'est pas forcément utile sur ce type d'imprimante, en tout cas de ce format-là, d'avoir un Dual Z. Alors pour changer, je vais faire le déballage en direct avec vous, et puis le montage, et puis j'accélérerai si jamais les phases de montage sont un peu longues. Mais voilà, l'idée c'est de vous montrer que, malgré ce que je peux dire dans certaines vidéos, que le montage est très rapide, et bien là, on va le prouver en la montant en direct. Alors, il y a une deuxième caméra juste au-dessus. J'espère qu'elle ne va pas me faire défaut et qu'on va voir assez bien. Donc, comme à leur habitude, Longer emballe très bien ses machines, comme la plupart des fabricants maintenant d'ailleurs. C'est plus trop une surprise de retrouver des emballages avec des mousses de calage qui sont adaptées à la forme de la machine et puis qui leur permettent de voyager sereinement. Alors on retrouve, bon ils sont un peu radins sur le filament, on retrouve un petit morceau, une mini bobine de filament qui n'est même pas sur une bobine, il est juste mis comme ça. Et il n'y a même pas de petits sachets déshumidificateurs, donc je sais pas ce que ça va donner. Ensuite on retrouve une petite pochette avec l'adaptateur micro SD et une carte micro SD. Des petits caches pour les profilés aluminium. Alors, des attaches câbles. On n'a pas de pince coupante, vraisemblablement. De la visserie pour pouvoir monter l'imprimante. Avec. Alors, l'avantage, c'est que les vis sont repérées sur des petits sachets. Je vous montre. M3 par 12, voilà, c'est pareil pour toutes les vis. Et puis, on a quelques outils, donc des clés Allen, une petite clé plate et une clé à pipe de diamètre 6, alors peut-être pour la buse, si c'est le cas c'est pas mal d'avoir une petite clé à pipe débouchée. Alors on retrouve aussi une spatule biseautée, voilà c'est la spatule qu'on retrouve un peu partout maintenant, c'était la même sur la FL-Sun que j'ai testé dernièrement. Le cordon d'alimentation, un guide de montage, une déclaration de conformité. On a des petites baguettes qui vont permettre de cacher les câbles dans les profilés et puis de pouvoir... Ah, d'ailleurs il est cassé celui-ci, enfin un tout petit peu abîmé. On va pouvoir glisser les câbles dans les profilés et les cacher avec ces petites baguettes. On retrouve le détecteur de fin de filament. Alors qui n'est pas monté, mais la vis est fournie avec. Et puis une petite... un petit support en acier pour pouvoir le monter. On a ensuite... Ah, c'est de l'acier, mais c'est hyper léger. Peut-être de l'aluminium. On a ensuite le support de bobine, alors qui est fixe. Enfin, il n'est pas monté sur roulement, en tout cas. Et puis, il y a un peu de jeu, il va falloir le resserrer. Alors, ensuite, on ouvre... On accède directement à la machine et son plateau avec sa surface d'impression en PEI. Alors il a l'air d'être double, hein, micro-texturé d'un côté et puis je sais pas si c'est de la tôle directe ou si c'est du PEI lisse. Ici on fera le test tout à l'heure pour voir si ça accroche bien. Alors on va essayer de sortir ça. C'est le portique qu'il faut sortir en premier. Ah oui, alors le portique chez Longer, il est déjà pré-câblé et raccordé au châssis de la machine, ce qui n'est pas toujours simple à sortir et à monter.
J'aurais bien aimé que le plateau soit protégé, en général c'est souvent le cas, bon pas ici. Hop. Alors on sort la première mousse, je vais sortir la surface d'impression que je pose ici pour pas l'abîmer. On a ensuite le 3D Touch, donc qui est emballé avec son support qu'il va falloir installer sur la machine. On a l'écran. Alors ça, c'est un peu galère à sortir. Voilà. J'ai tout sorti. Et le carton semble vide. Non, on a des petits caches que j'ai fait tomber. Et puis je vire le carton juste ici. Désolé pour la caméra. Voilà la bête. Donc typique de chez Longer, c'est-à-dire que on a le châssis en aluminium qui est posé sur 4 pieds. Et puis on a déjà du jeu. Ah oui, c'est parce que j'ai perdu un des petits clips, enfin un des petits caches qui va dessous. Bon, ça commence mal si déjà il s'enlève. Voilà. Bon, ça a l'air d'être plus stable. Pour le montage, ça va être relativement simple, hein. Il va falloir monter le portique sur la base, que je vais mettre sur un côté. Voilà, on va suivre le manuel quand même, c'est pas mal. Pour voir s'il est bien fait déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ce qu'il y a dedans, on nous dit ce qu'il faut sortir. vis M5 par 25. Donc on doit en avoir au minimum 4 pour pouvoir fixer le portique, c'est bien ça. Et donc on va mettre les vis. Et puis utiliser la clé Allen qui va bien. Ça a l'air d'être celle-ci. Donc je vais les prémonter et puis je serrerai après sur le côté. Alors il me manque aussi... Ouais. Il manque des petits caches. Pour les profiler, notamment sous le pied qui est là. Ça aurait été bien d'avoir des petits caches en caoutchouc pour les pieds qui sont dessous. Ça aurait pu permettre d'absorber un peu les vibrations. Alors peut-être que cette machine ne vibre pas beaucoup, mais par expérience, je sais que les machines cartésiennes ont tendance à vibrer un petit peu plus que les machines Delta, par exemple, ou les machines Core XY, parce que déjà le plateau se déplace et que le plateau a une certaine masse et une certaine inertie quand il se déplace. Voilà. On va soulager le portique. Je vais la laisser debout et je vais la mettre sur le côté. Ça sera peut-être plus simple. Puis l'avantage, ce sont des clés Allen qui peuvent être légèrement inclinées puisqu'on a une tête arrondie sur le bout des clés Allen. Donc on presserre les 4 vis. Et puis une fois que tout est bien mis en place, bien aligné sur les profilés, on va pouvoir faire le serrage définitif. Voilà, c'est approché. Maintenant, on va pouvoir tout serrer. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est regarder un peu comment la machine est montée, puis ne pas hésiter à remettre un coup de clé Allen sur toutes les vis que vous pouvez voir. Ça permettra de s'assurer que la machine est bien rigide. Là, par exemple, ça nécessite de resserrer un petit peu sur les pieds. Alors ce qui est sympa sur les machines longueurs, c'est que les profilés sont pleins sur les faces visibles. Donc sur le dessus du châssis, ici c'est plein, donc on n'aura pas plein de poussière et plein de filaments qui viennent un petit bout de filament qui peuvent venir se glisser à l'intérieur. On a toujours une machine semi-ouverte hein, avec l'alimentation qui est visible. Hein. Elle est juste fixée sur le dessous de la machine. Ce
qui peut... on est sur une grosse alim d'environ 300 watts, hein, parce qu'on doit avoir un plateau chauffant en 24 volts. Donc ce sont des alimes qui souvent sont bruyantes, parce qu'elles sont ventilées. Et quand on demande de la puissance, le ventilo se déclenche pour pouvoir refroidir l'alimentation. Et souvent, c'est ça qui fait le bruit de la machine, essentiellement. Donc voilà pour le portique, ce que je disais, hein, on a les profilés pleins sur la face avant. Alors, en fait, il en manquait pas un ici. Je pense que c'est celui de l'écran. Donc en fait, celui qui était en pièces détachées, je vais pouvoir le remettre. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit qu'il faut monter le support de bobine sur le dessus. C'est pré-percé, donc ce ne sera pas des écrous marteaux, ce sera des vis qui seront vissées sur le châssis. Et puis là, je remettrai un petit coup de tournevis. Deux vis M5 par 16. Donc on va chercher les M5 par 16. Voilà, elles sont ici. J'aime bien quand c'est bien repéré comme ça. C'est toujours plus facile de retrouver ces petits et de faire le montage rapidement. Et on a donc les deux trous qui sont là. Et on va utiliser la même clé Allen. Bon, faut trouver les trous. Je les ai. Hop, on serre bien. C'est de la tôle, donc ça risque pas de plier. Voilà, on en profite pour mettre un petit coup là s'il y a besoin. Et ensuite, on a le support de bobine que j'ai glissé ici. Voilà, qui lui va se monter avec deux vis M3 par 12 qui sont ici, M3 par 12. Et la bonne clé Allen, qui doit être, hop, celle-ci. Super. Et donc lui, il se monte comme ceci. Je pense que c'est de l'aluminium avec une peinture texturée. C'est assez joli, c'est mat. On remet un petit coup pour bien serrer. On est sur un capteur de fin de filament qui est serré avec une vis qui possède... Ah non, c'est pour pas le perdre et qu'il soit un petit peu rotulé. Ok, parce qu'en fait, il y a un écrou frein que je peux pas desserrer, mais je pense qu'on dirait que le trou est fileté du support. C'est bien le cas. Ok. C'est pour qu'il soit un peu... enfin, qu'il puisse être monté sur un axe et qu'il puisse bouger un petit peu. Voilà. Mais je pense qu'on est pas mal, hein. Ensuite, on va avoir donc à monter l'écran, le capteur d'auto-nivellement, qui est un 3D Touch. Et puis, on va aussi avoir à monter le bracket, donc le support du capteur. Hein, alors là, c'est pas mal ce qu'ils ont fait, puisqu'on a... on peut... Non, on va pas pouvoir le faire. On va pas pouvoir le mettre d'un côté ou de l'autre. Mais ils ont prévu des trous pour pouvoir le décaler. Non, ça va pas marcher. Bon, je sais pas pourquoi ils ont prévu autant de trous. Mais en tout cas, il faut le mettre sur le côté avec des vis M5 par 6 qui sont là. L'autre. Alors vous faites attention à ne pas forcer sur les vis. Hein. Si vous voyez que la vis est mal engagée et que le filet n'a pas bien pris, vous desserrez puis vous resserrez correctement parce que sinon vous risquez d'abîmer les filets qui sont taraudés dans les profilés et ne plus pouvoir les visser. On a donc ensuite le connecteur du câble LCD qui est repéré LCD et qu'on va venir enficher dans l'écran. Voilà, ici c'est fait. Alors,
Ensuite, on a la tête qui est fixée avec un collier de serrage qu'il va falloir couper. Ici, tout est attaché. Ici, on a donc un connecteur, je vous montre ici, pour le capteur d'auto-nivellement. Et puis là, on doit avoir le connecteur pour l'extrudeur. Non, je dis des bêtises, ça doit être le connecteur qui doit être pour le capteur de fin de filament. Alors, je comprends pas trop par où il est passé. On verra après, peut-être je le sortirai, parce que si je le glisse dans la rainure là, il va se prendre sur les roues V-slot, et puis je doute que ça soit pour mettre où il y a des roues V-slot, puisque sinon elles vont pas coulisser correctement. Donc mon capteur de nivellement qui doit être monté comme ceci, voilà. Il n'est pas monté par le dessous, mais par le dessus, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on a comme vis? Elles sont pas fournies avec ici, elles sont là, M3 par 6. Ah voilà, il est pris ici sur le support, ok, comme ça et comme ça. Décidément, je fais tout tomber. Je suis en train de m'emmerder, mais j'ai mon nouveau tournevis Sunan que je vais aller chercher, que je vous ai présenté dans un short. Hop, donc me revoilà avec le fameux tournevis de chez Sunan, hein, tournevis électrique, avec un couple de serrage qui a l'air assez sympa, enfin qui est même très sympa, supérieur à celui que j'avais avant. Par contre, Sunan ne m'a pas envoyé une version avec 60 et quelques embouts. J'ai la version 28, donc je suis obligé de piquer dans l'autre kit les embouts. Bon, je vous cache pas que le filetage il est bien foireux. Je vais forcer un peu, ça va faire sa place. Mais bon, ça commence mal, j'ai un premier filetage foireux. Et puis je vais pouvoir donc câbler le capteur. Alors le câble il est dans quel sens? Ok. Et puis mettre en place donc le capteur. Faut bien viser. Bon, je pense qu'ils auraient déjà pu monter le bracket, hein, ça aurait été vachement plus simple. Voilà, c'est fait. Ouh. Bon, un petit filet foireux, mais on s'en est sorti quand même. Je fais un peu de tri. Et ben, je pense qu'on a quasiment tout monté. Donc ensuite, il faut câbler le capteur de fin de filament. J'ai câblé le capteur d'auto-nivelage. Et là, je vais câbler le capteur de fin de filament. Voilà. Et puis, lui, il va venir... ils disent qu'il faut le mettre par où, le fil, pour que ce soit propre. Eh ben, ils ne le disent pas. Donc, pour moi, il faudrait que je le passe sur l'avant, c'est pas possible, donc ça va être sur l'arrière. Et puis, on va utiliser ces petites baguettes. Voilà, on en a fini avec le montage. Alors, je vous remontre comment j'ai agencé le câble. J'ai fait ça hors caméra et j'ai remis les caches pour que ce soit propre. Il reste aussi un câble à mettre ici pour le end-stop du Z, mais alors je ne sais pas à quoi il sert, puisque on a un capteur d'auto-nivellement qui va faire la palpation du plateau, donc normalement il n'y a pas besoin de end-stop. Et puis en plus de cela, donc le end-stop est présent, le câble est présent, je vais le brancher pour pas qu'il traîne, mais il n'y a pas le petit ergot ici qui vient se mettre dans la fente du capteur photoélectrique. Je ne sais pas si c'est en option ou si c'est un oubli. Bon, je vais le câbler quand même pour pas que le câble reste à traîner. Ça m'a pris une trentaine de minutes, hein, je regarde le compteur de la vidéo pour pouvoir déballer et monter cette imprimante. Alors dites-moi si c'est un peu trop long, je ferai sûrement des raccourcis dans la vidéo.
désaccélérer et puis je couperai quelques séquences, mais voilà. L'idée, c'était de vous montrer en temps réel combien de temps on pouvait mettre pour monter cette imprimante. Je le fais pas habituellement ou je le fais sur certaines machines. Si c'est trop long, vous me le dites, je supprimerai la séquence ou alors je la ferai encore plus accélérée. Mais si c'est quelque chose que vous appréciez, eh bien je pourrais aussi le faire sur d'autres imprimantes qui seront peut-être un peu plus complexes à monter. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du rangement du câble et puis du câblage du petit end-stop. Alors voilà comment j'ai réagencé et installé le câble du détecteur de fin de filament. J'ai donc passé dans les rainures du profilé, j'ai mis les baguettes de finition, et voilà le câble qui passe proprement et qui est raccordé. Voilà ce que je disais pour le capteur du end-stop. Voilà, il n'y a pas le petit ergot là qui doit venir se glisser dans la fente du capteur photo électrique que je câble quand même. Alors c'est un connecteur un peu particulier avec des petites lames qui est un peu difficile à mettre parce que proche du bord, mais je le câble quand même pour pas le laisser à traîner. Et puis il faudra pas oublier de sortir le support du câble du plateau qui est caché sous le plateau et puis de l'attacher donc ce câble avec 2 serre-câbles qui sont fournis dans la boîte. Hors caméra, je démonte la tête pour vous montrer comment elle est faite et je démonte le bloc carte mère pour vous montrer ce qu'il y a comme carte mère et comme driver. Et puis après, on n'aura plus qu'à régler les excentriques et puis le nivelage du plateau et on va pouvoir lancer les premières impressions. Alors au niveau du bloc d'alimentation, il est posé juste sous la machine, enfin il est fixé sous la machine avec un petit boîtier sur l'arrière pour protéger les connectiques et éviter de pouvoir toucher l'alimentation de 130 volts. Donc c'est une alim de 360 watts en 24 volts. C'est la même, exactement la même que celle qu'il y a dans la FLSUN Super Racer. Et voilà au niveau de la carte mère. J'avais un petit problème sur un connecteur, le petit connecteur blanc, voilà, qui était débranché quand j'ai ouvert le boîtier. Peut-être quand j'ai installé le portique sur le châssis, j'ai peut-être tiré un peu dessus, mais enfin il tient pas très bien, je mettrai un serre-câble. Et puis dessous on découvre la carte mère. Alors je suis pas hyper fan du câblage que je trouve un peu fouillis et personnellement j'aime bien quand les machines sont bien câblées. C'est vraiment un signe, pour moi c'est vraiment un signe de qualité. Pour ce qui est de la carte mère, on a une LGT Kit V2.1, donc qui est une carte propriétaire de chez Longer, équipée d'un ARM STM32, donc c'est une carte mère en 32 bits, ce qui nous change de la LK5 Pro qui elle était en 8 bits. Et puis je ne sais pas pour quelle raison, ils ont mis un petit refroidisseur sur le lecteur de carte micro SD, aucun intérêt, mais bon, je crois qu'il l'avait fait aussi sur la LK5 Pro. Et puis on va passer maintenant au niveau des drivers, où on peut voir que on a des drivers qui semblent être des TMC 2208. En tout cas, on arrive à lire le début de TMC sur le driver. Et puis en général, les drivers blancs sont des TMC 2208, les 2209 sont noirs. Et puis pour refroidir ces drivers, on a un gros ventilateur en 40 par 20. Habituellement, c'est des 40-10 qui vont souffler directement sur les drivers. Mais alors, vu que c'est un peu fouillé au niveau du câblage, je pense que le flux d'air ne sera pas optimum. On passe maintenant à l'extrudeur. Alors j'ai démonté le capot. On voit que c'est un petit moteur type pancake, donc un moteur circulaire qui est bien intégré à l'extrudeur. On voit que il y a un moulage spécifique pour recevoir le moteur. Donc je pense que c'est un développement spécifique de Longer. Ça a l'air d'être plutôt bien fait. On est sur un plastique qui a l'air résistant. On n'est pas sur un truc cheap. Et puis, donc si je démonte la petite vis, on va vérifier. Mais normalement, c'est un dual gear. Voilà. Bon, on peut voir que l'extrudeur, la machine a été testée. L'extrudeur a un peu gratté le filament. Voilà, donc on est bien sur un extrudeur à double entraînement. Je vais le nettoyer un peu avant de faire mes premières impressions pour éviter que le filament ne dérape sur les roues. Ensuite, sur la partie refroidissement, on a 2 ventilateurs de chaque côté, donc qui vont permettre de refroidir la pièce qu'on imprime plus efficacement que s'il était que sur un côté. Et puis on a une petite chaussette en silicone. Donc là, on peut voir que le fan duct de droite est peut-être un peu près. Si je remets la chaussette en silicone, il touche la chaussette. Donc je ne sais pas comment ça va vieillir dans le temps.
On a encore des fan ducts imprimés en 3D. Alors je ne sais pas si c'est un modèle prototype ou c'est la version définitive. Donc là on voit bien hein, que celui de droite frotte sur la chaussette. J'espère qu'il ne va pas se déformer. Allez, encore une dernière étape, on va faire un nivellement du plateau avant de pouvoir lancer la première impression. Alors j'ai d'abord voulu faire un nivellement manuel en ajustant les molettes. Et en fait, ce mode de nivelage n'a pas l'air d'être adapté au capteur d'auto-nivellement. En fait, même avec les molettes desserrées à fond, on est à 2 cm au-dessus du plateau, donc même en desserrant, ça ne va pas être possible. Je pense qu'il est plutôt adapté pour la version avec le Z and Stop. J'ai donc fait la méthode traditionnelle, j'ai approché ma buse du plateau en descendant mon axe Z, et puis après, donc j'ai fait le réglage à la main en déplaçant, donc en désactivant les moteurs et en déplaçant la tête et le plateau à la main et en les mettant juste au-dessus des ressorts. Vous faites ça 3-4 fois pour pouvoir bien mettre votre plateau à niveau, et puis après ce sera le capteur automatique qui fera le boulot. Je lance donc le nivellement automatique. Je commence donc par faire un home axis, donc l'origine de ces 3 axes, X, Y et Z. Et on peut voir que le réglage du Z offset, il ne va pas se faire là où le palper va venir palper le plateau, mais avec un décalage de 4-5 cm. La buse ne se déplace pas vers le centre, à l'endroit où le palper a palpé, ce qui aurait été à mon sens un peu mieux. Voilà, une fois qu'on aura fait le réglage du Z offset, on valide. Et puis la machine va lancer son nivellement sur les 16 points qui sont prévus. Et comme vous pouvez voir, c'est un double palpage, donc qui sera normalement plus précis. Concernant la chauffe du plateau, on peut voir qu'elle est assez homogène avec la caméra thermique. On a à peu près 2-3 degrés d'écart maximum entre 2 points, entre le point le plus chaud et le point le plus froid. Les points froids sont sur le dessus, là où il y a les petits clips qui permettent de caler le plateau, puisqu'ils sont vissés sur le plateau, et donc il n'y a pas d'élément chauffant à ce niveau-là. Par contre, on peut voir qu'il y a à peu près 10 degrés d'écart entre ce que mesure la caméra thermique et ce que mesure la sonde de température, mais ça s'explique en partie par la technologie de mesure qui est différente. Avec un bruit moyen de moins de 50 décibels, on est sur une des imprimantes les moins bruyantes que j'ai testées dernièrement, avec un bruit essentiellement dû aux ventilations. Comme d'habitude, la mesure est en dBA, qui correspond au spectre de l'oreille humaine, et la mesure est effectuée à 1 mètre de l'appareil. Voilà, on a fait le tour de l'imprimante, je vous ai montré tout ce qui était livré avec, on l'a unboxé, je vous ai montré le montage et puis les premiers paramétrages. Vous avez vu qu'elle est plutôt bien équipée, je vais résumer rapidement. Donc on a un détecteur de fin de filament, on a un extrudeur en direct drive avec une ventilation qui vient souffler des deux côtés avec un ventilateur de chaque côté. On a donc un écran tactile. Alors l'écran tactile, il a un peu de mal à répondre, des fois il n'est pas forcément hyper fluide, mais bon, il fait le taf. Et puis l'ergonomie du menu, elle est plutôt sympa. C'est simple, mais il y a tout ce qu'il faut. On a donc un plateau chauffant en 24 volts avec une surface d'impression en PUI micro-texturée. Alors, je corrige ce que j'ai dit au début, hein, elle n'est pas à double face, hein, j'ai essayé d'imprimer sur l'autre face, ça accroche jamais. Donc, a priori, le PUI, il est seulement sur le côté micro-texturé. Elle est aussi équipée de tendeurs de courroie sur l'axe X et sur l'axe Y, ce qui va vous permettre de pouvoir régler votre courroie le plus facilement possible. Ce ne sera pas des platines à dévisser et à tirer. Là, on a les petites molettes devant, enfin on a les petites molettes sur le côté sur l'axe X et devant sur l'axe Y qui va vous faciliter ce réglage. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a un capteur d'auto-nivellement 3D Touch. Elle n'a qu'un seul axe Z, elle n'est pas en dual Z. Mais voilà, elle a quasiment tout ce qu'on peut retrouver, enfin en tout cas ce qu'on peut rechercher sur une imprimante. Elle est aujourd'hui à moins de 300 € sur le site de Longer, dont je vous mettrai un lien dans la description, avec un code promo qui vous permet d'avoir 20 $, je crois, de réduction. Ce qui fait que cette imprimante aujourd'hui, ça la place entre une One AOD12 et puis une Ender 3 S1. On est sur un prix proche de la Ender 3 V2, mais je trouve qu'elle est mieux, et surtout elle imprime mieux dès sa sortie de carton. Vous allez le voir juste après. Habituellement, j'utilise le profil de la Ender 3 Pro sur Cura. Là, j'ai utilisé le profil qui était fourni par Longer sur la carte micro SD, alors qu'il y a un profil Cura 4.12 ou 4.13. C'est pas un profil Cura 5, j'ai pas essayé de le mettre dessus, mais ça devrait pouvoir fonctionner. En tout cas, je pense que Longer va faire des mises à jour, parce que la machine est très récente.
et bien ça fonctionne vraiment bien, mieux que le profil Under 3 Pro, ce qui habituellement est un profil qui fonctionne mieux que le profil de base. Donc là, avec le profil de la machine qui est fourni par Longer, ça marche vraiment très bien. J'ai vraiment été agréablement surpris. Vous savez, j'ai déjà testé la Longer LK5 Pro sur ma chaîne, et puis j'étais un peu déçu. Elle avait que le nom de Pro. La carte mère était encore en 8 bits, on était sur du Bowden, on avait un capteur de nivellement qui était capacitif. Là, là, en fait, on a tout ce qui pourrait ressembler à une machine pseudo pro, parce que faut quand même pas exagérer, on n'est pas non plus sur des machines professionnelles. Mais en tout cas, on a vraiment tout ce qu'il faut. L'avantage d'un capteur 3D Touch, donc qui vient palper le plateau par rapport à un capteur capacitif, c'est que vous pourrez changer la surface sans avoir à refaire vos réglages, puisque le capacitif, lui, dépend d'une surface magnétique, et le capteur d'auto-nivellement à palpation, lui, sera indépendant de la surface que vous allez utiliser, puisqu'il va venir la palper pour pouvoir avoir sa planéité. Donc si aujourd'hui vous voulez une imprimante 3D pour Noël ou pour une autre occasion, si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, je pense que pour moins de 300 €, vous pouvez avoir avec cette machine une bonne machine pour démarrer, une machine qui va vous permettre de pouvoir imprimer rapidement sans vous embêter à faire des réglages, puisqu'on sait bien que les réglages de plateau, c'est parfois un peu contraignant et que ça peut rebuter certains. Voilà, donc elle est moins chère qu'une Under 3 S1, elle est à peu près dans la même gamme de prix qu'une Under 3 V2, il me semble, en étant mieux équipée. Donc je pense que c'est un bon choix pour les petits budgets, et surtout vous n'aurez pas à faire des upgrades dessus, puisqu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour fonctionner et bien fonctionner. Voilà, c'était ma review sur la Longer LK4X, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit like, à mettre un commentaire, partager la vidéo bien sûr, et vous abonner, c'est très important pour m'aider à faire progresser cette chaîne. Avant de nous quitter, je voulais vous préciser que les résultats d'impression seront juste après cet outro. Je ne sais pas si j'aurai le temps de poster une autre vidéo sur le mois de décembre. Si jamais je n'en poste pas, je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend. Comme toujours, les résultats d'impression sont en sortie de carton, donc sans optimisation du slicer ni optimisation des paramètres de la machine. Je me rends compte que là, en fait, l'angle de la caméra et l'angle de la lumière fait vraiment apparaître tous les défauts. En plus, on a un filament brillant, ça accentue les défauts en fait. Mais vraiment, on a un Benchy qui est sorti de bonne qualité, ainsi que les autres pièces d'ailleurs, la qualité est plutôt bonne. Et je reste persuadé qu'en modifiant quelques paramètres du slicer, on arrivera à avoir quelque chose d'encore meilleur. Bon, par contre, le 3D printer test n'est pas le plus beau que j'ai pu sortir. On aperçoit du ghosting, les tours sont pas hyper droites. On a par contre de très bons résultats au niveau des overhangs, puisque à 70-80 degrés, on commence vraiment à décrocher, ce qui prouve que la ventilation est plutôt efficace. J'ai ensuite imprimé un projet d'horloge qui, je suis pas sûr qu'il soit très représentatif. Je vous mets le lien en description. Pourquoi il n'est pas très représentatif? Parce que j'ai imprimé en 0,28 selon les recommandations de la personne qui l'a conçu. Mais c'est surtout qu'il a dessiné en mesure impériale et que j'ai dû faire un changement d'échelle de 2540. Donc 2540 fois l'échelle proposée sur le plateau. Donc je suis pas sûr que les petits défauts qu'on voit là, ils soient vraiment dus que à l'imprimante. Sur l'intérieur du cadran, on voit que c'est un peu dégueu, et ça c'est dû à un flux de la dernière couche qui est un peu trop élevé, et c'est la seule modification que j'ai faite sur le slicer. Donc c'est le débit de la couche initiale et le débit de la couche finale, et on peut voir qu'une fois calibré, le résultat est vraiment bon.